Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument passionnant. Comment anticiper les grands changements à venir? L'idée, c'est d'apprendre à décoder les tendances de fond et surtout à repérer ces fameux signaux faibles qui les annoncent bien avant que tout le monde s'en aperçoive. On va commencer par une question qui nous touche tous. Crise financière, révolution technologique, pandémie. On est inondé d'informations et pourtant, on a toujours cette impression d'être pris de court. Alors comment ça se fait que ces grandes ruptures nous cueillent encore à froid? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et on commence par le plus spectaculaire, le plus imprévisible. On va parler de ces événements qui semblent sortir de nulle part et qui changent complètement les règles du jeu. Les fameux signes noirs. Alors, ce concept nous vient du théoricien Nassim Taleb, et il faut bien comprendre qu'un signe noir, ce n'est pas juste une mauvaise surprise. Non, c'est un événement qui est complètement en dehors de nos radars, de nos prévisions, mais qui, une fois qu'il a eu lieu, nous paraît presque évident avec le recul. Pour qu'un événement soit un signe noir, il faut donc trois choses. D'abord, la surprise totale. Personne ne l'a vu venir. Ensuite, un impact massif, qui redéfinit tout. Pensez à l'arrivée d'Internet pour le grand public, ou à la crise de 2008. Et enfin, et c'est le plus fascinant, la rationalisation après coup. Une fois que c'est arrivé, tout le monde dit « Ah mais oui, c'était évident, les signes étaient là ». Bon, on a vu les chocs imprévisibles. Maintenant, passons à des phénomènes plus lents, plus structurés. Si les signes noirs, ce sont des tremblements de terre, les tendances, elles, sont des marées montantes. Le défi, c'est de savoir les reconnaître, et surtout, de ne pas les confondre avec autre chose. Le mot-clé ici, c'est « structurante ». Une tendance, ce n'est pas juste un petit frémissement. C'est un courant de fond, un changement profond qui modifie durablement la donne. Prenez l'exemple du passage de la possession à l'usage, avec des acteurs comme Netflix ou Spotify. Ce n'est pas une mode, c'est une transformation radicale de notre rapport aux choses. Voilà, la différence est là et elle est cruciale. La mode, c'est de l'agitation en surface, un petit buzz sur les réseaux sociaux qui dure 3 semaines et puis on n'en parle plus. La tendance, c'est la vague de fond, comme l'essor de la conscience écologique. L'une est éphémère, l'autre est un changement de paradigme. Et confondre les deux, c'est une des erreurs stratégiques les plus coûteuses. On arrive maintenant au cœur de notre sujet. Si les tendances sont les vagues de fond, les signaux faibles, eh bien ce sont les toutes premières rides à la surface de l'eau. Ce sont ces petits indices, ces indices subtils qui, si on sait les lire, nous donnent des pistes sur les grands changements à venir. Alors attention, cette idée ne date pas d'hier, hein. Elle a été théorisée dans les années 70. Mais ce qui a complètement changé la donne aujourd'hui, c'est notre capacité à les traiter. Avant, il fallait un travail d'analyse de fourmi. Maintenant, des intelligences artificielles peuvent scanner des quantités astronomiques de données pour dénicher ces pépites de manière quasi automatique. Un signal faible, par définition, c'est imparfait. C'est une info qui a l'air de rien, presque anecdotique. Pensez au tout premier message échangé sur des forums spécialisés à propos d'une monnaie numérique bizarre appelée Bitcoin au début des années 2010. Un truc de niche, une info en marge. C'est une petite graine, et à ce stade, impossible de savoir si ça donnera un arbuste ou une forêt entière. Et c'est justement pour ça qu'ils sont si difficiles à attraper. Un signal faible n'arrive jamais sur un plateau d'argent sous la forme d'un rapport bien propre. Non, c'est un puzzle où il manque plein de pièces. Une info brute dont on ne sait pas encore quoi penser. C'est ambigu. Et c'est ce qui fait à la fois sa faiblesse et toute sa valeur potentielle. Le plus grand défi, il est là. On est littéralement noyé dans un océan de bruit informationnel. La vraie compétence, c'est de réussir à développer des filtres, à la fois dans notre tête et avec des outils, pour séparer le grain de livret, pour trouver l'info qui a du sens au milieu de tout ce vacarme. C'est un vrai travail de détective 2.0. On pourrait penser que si on rate des signaux, c'est qu'on n'a pas la bonne information ou les bons outils. Mais en fait, bien souvent, le véritable obstacle est ailleurs. Il est juste là, entre nos deux oreilles. Et ça, c'est un point absolument fondamental à comprendre. Notre cerveau, pour aller plus vite, utilise des raccourcis. On appelle ça de biais cognitifs. Le problème, c'est que ces raccourcis créent une vision déformée de la réalité et ils nous empêchent de voir ce qui est juste sous notre nez. Voilà le premier grand piège, le manque d'imagination. Parce qu'un scénario nous paraît improbable, ridicule ou impossible, on ne prend même pas la peine de l'examiner. Au début des années 2000, si on vous avait dit que des millions de gens allaient payer pour dormir sur le canapé d'inconnus, on vous aurait rionné. Et puis, Airbnb est arrivé. Ah, celui-là, il est redoutable. C'est la tendance à croire que tout le monde pense et fonctionne comme nous. On projette notre propre logique sur les autres. C'est un biais qui nous rend complètement aveugles à d'autres manières de voir le monde, alors que c'est souvent de là que viennent les vraies innovations.
Et le dernier, un grand classique, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. On est fasciné par les success stories, on analyse les entreprises qui ont réussi et on essaie d'en tirer des leçons. Sauf qu'on oublie de regarder les milliers d'autres qui ont échoué en suivant exactement la même recette. On ne regarde que les survivants et ça fausse complètement notre perception du risque. C'est bien beau de détecter un signal faible, mais si c'est pour ne rien en faire, ça ne sert à rien. La dernière étape, et de loin la plus importante, c'est de savoir comment transformer cette petite information fragile en un véritable avantage stratégique. Concrètement, ça se passe en 3 temps. D'abord, on adapte son offre pour qu'elle colle aux nouveaux usages qui émergent. Ensuite, on repense sa communication, sa façon de parler au marché. Et enfin, l'étape la plus difficile, on transforme son business model pour qu'il soit en phase avec la nouvelle réalité qui se dessine. Il faut vraiment voir ça comme une compétence, une culture d'entreprise, cette capacité à sentir l'incertain, à l'interpréter et à agir en conséquence, c'est un actif immatériel aussi précieux qu'un brevet ou qu'une marque forte. C'est le muscle de l'anticipation. J'adore cette citation, parce qu'elle change complètement notre perspective. Le futur, ce n'est pas un truc lointain et flou qui va nous tomber dessus. Non, il est déjà là, maintenant. Mais en petit, en périphérie, dans des niches. Le jeu, ce n'est pas de prédire le futur, c'est de savoir où regarder pour le trouver aujourd'hui. Et on va se quitter là-dessus avec cette question ouverte. En ce moment même, autour de nous, il y a des infos, des comportements, des idées naissantes qui sont en train de dessiner les contours du monde de demain. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'ils existent, mais si on a appris à les voir.